L'extrême fréquence des lombalgies, leur difficulté de traitement et leurs conséquences sociales et professionnelles justifient ce module. En médecine orthopédique, c'est entre 35 et 45 ans que se situe le maximum de l'instabilité et la majorité des indications. Lorsqu'il existe une déviation vertébrale, seul le grand appareillage permet de gérer l'instabilité. La meilleure connaissance des morphotypes sagittaux devrait permettre d'étendre les indications à un plus grand nombre de patients. La prévalence instantanée des lombalgies dans la population générale est de 30 à 40%. La prévalence cumulée est de 60 à 80%. La lombalgie est en troisième position des plaintes après le mal de gorge et l'éruption cutanée. Elle constitue 3,5% des consultations de médecine générale. C'est la première cause d'arrêt de travail et la première cause d'invalidité avant 45 ans. Cette situation professionnelle est paradoxale, car la lombalgie n'est pas véritablement une maladie, mais plus un symptôme, et surtout c'est le mécanisme naturel de protection du rachis. On distingue la lombalgie aiguë et la lombalgie chronique, qui se caractérisent par l'absence de corrélation clinique et radiologique avec ce que ressent le patient. Classiquement, la lombalgie aiguë a débuté il y a moins de 3 mois. Il faut éliminer d'emblée la lombosciatique par hernie discale, qui est soit neurochirurgicale, soit orthopédique conservatrice pour les hernies médianes. Dans le langage populaire, la hernie discale est quasi synonyme de lombalgie. Un peu comme nous l'avons vu pour les scolioses, on peut distinguer la lombalgie symptomatique, correspondant à 1% environ des lombalgies, mais c'est elle qui va justifier tous les bilans. La lombalgie est un symptôme accompagnateur de maladies connues dans 10% des cas environ. Mais la grande majorité des lombalgies, comme la scoliose, est idiopathique, chaotique, multifactorielle, expliquant la multiplicité des solutions thérapeutiques. Voici un rappel des diagnostics qui seront parfois faits à l'occasion de lombalgie. Nous allons en donner quelques exemples. Cette patiente présentait des dorsalgies mécaniques soulagées par le repos. Elle aime bien le fromage de chèvre. L'IRM confirme la spondylodicite et les examens complémentaires la brucellose. Ces patients arrivent en général allongés en ambulance et repartent debout lorsque le plâtre a soulagé mécaniquement les pressions au niveau du disque. Actuellement, l'IRM permettra la plupart du temps de faire le diagnostic d'une tumeur osseuse primitive. Si les douleurs sont mécaniques, on constate souvent dans ce cas une recrudescence nocturne. Les tumeurs pourront également être secondaires, avec condensation caractéristique de la prostate et souvent lytique dans les autres cas. L'ostéoporose avec ses tassements peut survenir chez le jeune. Rappelons que chez la femme, le seuil moyen de fracture est atteint à l'âge de 65 ans. Les fractures du sujet plus jeune respectent habituellement le mur postérieur du corps vertébral et seront traitées orthopédiquement par des systèmes 3 points. Lorsqu'il existe des signes neurologiques, on recherchera une lésion intramédulaire, comme ce neurinome intrarachidien. Il existe des connexions entre branches postérieures et branches antérieures des nerfs rachidiens et les signes viscéraux projetés sont fréquents. Dans 10% des cas, il faut évoquer une maladie favorisant la lombalgie. On distingue les troubles statiques, les malformations congénitales, les malformations acquises, le rachis dégénératif, l'insuffisance ligamento-musculaire paravertébrale. Tous ces éléments peuvent favoriser une instabilité. Voici un résumé des malformations vertébrales congénitales et acquises, et nous allons en voir quelques exemples pour illustrer.
L'articulation transverso-sacrée unilatérale est une malformation dite à risque qui favorise l'instabilité lombosacrée. Le départ oblique par hémivertèbre génère une scoliose lombaire de compensation et favorise la discopathie. L'asymétrie d'orientation des articulaires postérieurs se voit bien sur le scanner et l'IRM. Elle est à l'origine de dysfonctionnements mécaniques. On imagine bien que le mouvement dans le plan sagittal ne sera pas harmonieux. La sacralisation est en général mieux supportée que les défauts unilatéraux. Nous avons évoqué la spondylolyse dans un chapitre spécifique. En général, l'incidence pelvienne est forte et s'associe à une hyperlordose. L'angle lombosacré permet d'évaluer le risque d'instabilité. Il est en moyenne de 135 degrés. Le canal lombaire étroit se caractérise cliniquement par la claudication intermittente. Nous n'insisterons pas sur les troubles statiques évoqués dans d'autres modules. Le problème du sport va se poser pour les lombalgies dites idiopathiques. C'est souvent l'insuffisance du sport avec vie sédentaire ou au contraire la pratique trop intensive qui vont être préjudiciables. C'est l'occasion de rappeler la courbe en U caractéristique. Après 3 mois, la lombalgie devient chronique. Il n'y a alors plus de corrélation entre la clinique, la radiologie et ce que ressent le patient. Le passage de l'aigu au chronique est important à connaître. Nous avons déjà évoqué l'âge de l'instabilité. Le stress est un élément majeur. L'accident du travail, avec le plus souvent arrêt de travail, est de très mauvais pronostic. L'arrêt de l'activité physique, avec peur du mouvement, et l'échec des traitements classiques doivent alerter. Beaucoup a été écrit sur le stress. L'expression du langage courant « j'en ai plein le dos » traduit bien les relations existant entre stress et lombalgie. Pour certains, le mal du dos est l'exutoire permettant psychologiquement de passer le cap. Nous verrons les relations anatomo-physiologiques expliquant cette synergie. Le cercle vicieux de la lombalgie peut être modélisé avec douleur mécanique lors du mouvement, entraînant l'arrêt de ce mouvement et tous les inconvénients de l'immobilisation au niveau des muscles. Physiologiquement, du fait de notre verticalisation, nous sommes un peu comme un crayon sur la pointe. Pour tenir en équilibre, le cerveau a besoin de plus d'informations qu'en quadrupédie. Tous les récepteurs nerveux du tronc envoient des informations de variation de tension qui vont être analysées par le système extra-pyramidal et conditionner la tension des muscles paravertébraux. Le circuit est automatique et passe par les voies de l'émotion. En cas d'urgence, les informations de variation de tension vont être interprétées comme douloureuses par le cerveau, et si le cerveau n'est plus sollicité du fait de l'arrêt de travail et du sport, il reste bloqué sur les informations douloureuses, et ce qui est perçu en douleur ne l'est plus en sensibilité profonde. La responsabilité du travail en soi n'est pas évidente. Depuis quelques années, nous savons que la génétique est plus importante que les facteurs mécaniques au niveau des discopathies. La notion de traumatisme initial est bien plus importante car elle explique le mécanisme d'urgence que nous venons de décrire. Les patients l'évoquent quasi systématiquement. Nous avons déjà parlé de l'intégrité tensionnelle dans le module sur la nouvelle biomécanique. Nous allons uniquement en rappeler les éléments essentiels. L'intégrité tensionnelle est maximum jusqu'à 35 ans, puis va décroître progressivement. C'est le moment des blessures pour le sportif. Toute notre structure musculaire paravertébrale profonde et superficielle est de type triangulaire. Le disque intervertébral est également une structure à intégrité tensionnelle avec le nucléus en compression et l'annulus en tension. L'orientation des fibres de l'annulus en couche inversée et inclinée à 30 degrés par rapport à l'horizontale est caractéristique. C'est l'ensemble de l'organisme, de la cellule au fascia en passant par la peau,
qui constituent une structure d'intégrité tensionnelle. Les 206 os travaillent en compression discontinue. Ils sont hissés contre la pesanteur par la tension continue des fascias et des ligaments. Le rachis lombaire peut être comparé à la roue de vélo qui, en temps normal, distribue les pressions sur l'ensemble de la structure. À la suite du traumatisme initial, l'un des rayons se desserre légèrement et la roue va se voiler. L'arc postérieur a une structure triangulaire entre épineuse et apophyse transverse. Mais tous les éléments doivent rester indépendants. La chirurgie d'arthrodèse fait perdre le système d'intégrité tensionnelle, de même qu'une mauvaise cicatrisation post-traumatique. Alors que la médecine manuelle va débloquer un segment par la manipulation et récupérer l'intégrité tensionnelle. Ce concept est fondamental. Il est également important de rappeler le fonctionnement musculaire en chaîne. Les chaînes sagittales se croisent au niveau du bassin. Le fascia moyen devient antérieur au niveau des membres inférieurs. Rappelons que la solidité d'une chaîne dépend du maillon le plus faible. Nous avons étudié le comportement chaotique du rachis dans le cadre de la scoliose. Il en est de même pour la lombalgie dite idiopathique. Rappelons que la théorie du chaos permet d'expliquer l'instabilité. En effet, un système chaotique est ouvert et la verticalité facilite l'échange avec l'extérieur. Le système est complexe, multifactoriel, imprévisible avec des seuils, très sensible aux conditions initiales, c'est l'effet papillon, déterministique, rien n'est dû au hasard, et modélisable avec convergence vers un nouvel état de stabilité. La conséquence du concept chaotique est que le traitement étiologique de la lombalgie n'a pas de sens. Les médicaments antalgiques ne sont que des soins palliatifs, et s'ils améliorent le confort, ils ont l'inconvénient de supprimer un mécanisme naturel de protection de la colonne. L'approche linéaire du traitement de la lombalgie est parfois décevante et ne change pas réellement son histoire naturelle. Le modèle biopsychosocial est beaucoup plus qu'un supplément d'empathie, c'est à la fois un modèle théorique et un outil clinique. Les facteurs psychosociaux sont de meilleurs prédicteurs du risque de passage à la chronicité que les facteurs biologiques ou biomécaniques. Le traitement de la lombalgie a été l'un des plus grands échecs du XXe siècle. Les conditions de la vie professionnelle ont changé, avec un rythme standard pour tout le monde. Les conditions de la vie familiale ont changé, avec la voiture et les congés payés. La voiture est le symbole de la liberté, mais cette liberté se retrouve dans l'instabilité familiale. Les moyens de communication ont changé, comme en témoigne Secours. La technologie évolue souvent plus vite que nous ne pouvons la suivre. Les motivations ont changé. Le monde professionnel devient instable. En conclusion, nous sommes au maximum de l'instabilité professionnelle, familiale, psychologique, sociale et on peut rajouter politique. Le château de cartes menace à tout instant de s'écrouler. Il existe toutefois des facteurs de risque objectifs qui sont l'âge, 35-45 ans, nous l'avons dit, l'âge de l'instabilité, le tabac, lorsque l'on fume, on a 2 fois plus de lombalgie par phénomène de vasoconstriction, une inégalité de longueur des membres inférieurs supérieure à 2 cm égale 2 fois plus de lombalgie, les morphotypes extrêmes avec base sacrée trop horizontale ou au contraire trop inclinée, le sport avec la courbe en U, pas ou trop. En fait, les principaux facteurs de risque sont politiquement incorrects. De toute façon, aucun des multifacteurs n'est un prédicteur. Nous avons évoqué le deuxième paradoxe de la lombalgie. La lombalgie représente 13% des arrêts de travail, alors que ceux-ci favorisent la kinésiophobie. On confond en effet la mise au repos des structures telle qu'elle est réalisée par le corset rigide, qui permet la poursuite du travail en toute sécurité, et l'arrêt de travail. Même chronique, la lombalgie n'est pas une fatalité.
le démembrement clinique et les concepts nouveaux du traitement orthopédique conservateur permettent une meilleure orientation et un meilleur traitement. Depuis très longtemps, les femmes portent des corsets et pas uniquement pour des raisons esthétiques. Pourquoi les corsets? Tout simplement pour soutenir la colonne à l'occasion des tâches ménagères ou du travail à la campagne. On peut schématiser en disant que c'est M. Bendix, avec sa machine à laver, qui a libéré les femmes du corset. L'effet sablier permet en effet une décharge mécanique des pressions. Les ceintures sont encore très fréquemment utilisées, notamment pour le fitness et dans le cadre de l'activité professionnelle, telle que pour porter une caméra. Les ceintures médicalisées sont très utilisées pour compenser une faiblesse de la paroi abdominale. La diversification des ceintures est importante. Elle va du soutien à l'immobilisation avec des armatures plus ou moins rigides. Le premier critère de choix est la hauteur. Le simple soutien s'arrêtera au niveau thoracolombaire. Le maintien remonte jusqu'en T9 et l'immobilisation jusque sous les omoplates en T7, T6. Le deuxième critère est la limitation de la mobilité par l'utilisation de renforts plus ou moins tridimensionnels. Le troisième critère est la fermeture comportant 2 à 3 réglages. Elle peut être antérieure habituellement ou latérale. Le quatrième critère de choix est le matériau qui va du coutil baleiné au néoprène. Certains plastiques thermoformables à faible température peuvent même être utilisés. Le cinquième critère est l'utilisation d'adjonctions telles que les bretelles, systèmes gonflables, champs magnétiques, etc. La grosse difficulté du petit appareillage est la limitation de l'impossibilité même d'immobiliser en lordose. Mais même en petit appareillage, il est possible de thermoformer du Sunsplint directement sur le patient. En effet, la majorité des instabilités dégénératives s'accompagnent d'une perte de la lordose par diminution de hauteur des disques lombaires. Des orthèses lordosantes tiennent compte de ces particularités. L'orthèse lordosante de Jean-François Salmoki répond à ce cahier des charges lordosant. Ce petit appareillage n'est pas à négliger. Les effets physiologiques et psychologiques sont importants. Il réalise un massage local cutané au niveau de la zone douloureuse, pouvant entraîner, comme pour l'acupuncture, des décharges d'endomorphine cérébrale. La chaleur locale favorisant la décontraction musculaire, la limitation de l'amplitude des mouvements permettant une diminution de l'inflammation des structures ligamentaires. Il assure enfin la sécurité psychologique avec sensation de soutien du rachis. L'orthèse n'entraîne pas de démusculation si le patient l'utilise au cours du mouvement. La limitation des mouvements a l'avantage de réapprendre des gestes quotidiens en bonne position. Ce sont les 24 heures du dos. L'effet sablier du plâtre diminue les pressions de 30% au niveau du disque. Il en est de même pour le lombostat rigide. Cette diminution sera moindre si la structure élastique du petit appareillage augmente la pression au niveau abdominal. Le corset réalise un étirement du rachis lombaire comparable au chat qui s'étire. Mais ce sont réellement les structures rigides en plâtre et polyéthylène haute densité qui vont être les plus efficaces. L'orthèse polyéthylène bivalve emboîtée est celle que nous utilisons. Elle constitue une véritable armure pour le lombalgique. Le traitement orthopédique conservateur lyonnais a été créé par Jean Duploux et Staniera il y a 60 ans. Les bases physiologiques du grand appareillage sont identiques à celles du petit appareillage, avec une meilleure immobilisation, une véritable décharge des pressions au niveau du disque et une sécurité psychologique accrue. Actuellement, avec le moulage régional, ces orthèses peuvent être réalisées sans hospitalisation. Les indications les plus fréquentes sont les pathologies discales, les dysfonctionnements et les canaux étroits. Le maximum d'efficacité est obtenu pour les pathologies discales.
Le protocole comporte pendant 3 semaines le plâtre ou le corset Total Time, puis adaptation d'une orthèse polyéthylène bivalve emboîtée, portée au moins 4 heures par jour et pendant 6 mois. En moyenne, les patients le portent 6 heures dans la journée. Le deal est le suivant. Si l'on obtient un soulagement dans les 10 jours tout en continuant l'activité professionnelle et sans médicaments, antalgiques ou anti-inflammatoires, le traitement se poursuit normalement. En l'absence de soulagement, on peut dire que la composante mécanique est minime et l'on confie le patient à une consultation sur la douleur. Le grand avantage du traitement orthopédique conservateur est qu'il immobilise la région douloureuse sans arrêt de travail et donc sans supprimer les afférences et au contraire en les augmentant par le massage réalisé par le corset. Avant d'envisager une chirurgie, le test des 3 semaines de port permanent est essentiel. En cas de soulagement pendant ces 3 semaines et de récidive lors du port partiel, l'arthrodèse devient logique avec de fortes chances de succès. Sur une série de 100 traitements orthopédiques conservateurs, revus 2 ans après la mise en place de l'orthèse, la répartition des hommes et des femmes est symétrique. Les instabilités antérieures ou mixtes sont majoritaires. En effet, le disque est inaccessible à la rééducation et non vascularisé, ce qui rend tout traitement médicamenteux inefficace. La discopathie est l'étiologie prédominante. Le pic de traitement se situe après 40 ans. La reprise du sport après traitement est significative. La majorité des patients ont des douleurs de plus de 6 mois. Si l'on étudie les récidives, on constate qu'elles sont essentiellement le fait des canaux étroits. Dans ce cas, en effet, le traitement orthopédique conservateur est un traitement d'attente. L'arrêt de travail avant le traitement est un important facteur de récidive. Nous savons que le traitement est élitiste et sans doute le simple fait d'accepter le corset plâtré ou le Total Time fait que l'on est psychologiquement prêt à guérir. Contrairement à la chirurgie segmentaire, l'avantage est que l'on traite l'ensemble du rachis lombaire. Et on répond à un problème mécanique par une solution mécanique sans effet secondaire. Les avantages majeurs sont confirmer l'origine mécanique des douleurs, immobiliser la charnière lombosacrée tout en permettant la poursuite d'une activité normale, pas d'interruption de l'activité professionnelle, récupération d'une lordose lombaire physiologique, on rompt le cercle vicieux de la douleur, on facilite la rééducation en fournissant au kinésithérapeute un point fixe et une antalgie lombopelvienne qui permet l'étirement de la chaîne postérieure et l'assouplissement des ceintures. On contrôle l'économie du rachis dans tous les gestes de la vie quotidienne. En conclusion, ce traitement de médecine orthopédique donne près de 90% de bons résultats dans des cas difficiles. Il n'y a pas de mise en échec du médecin, quel que soit le résultat sous corset plâtré ou Total Time. En 10 jours, le patient est orienté vers une solution logique. Validation du symptôme lombalgique pour l'entourage familial ou professionnel. Le port d'un corset plâtré est identique à celui du traitement d'une fracture et constitue dans certains cas une porte de sortie pour le patient. Je vous remercie de votre attention et vous convie à Lyon du 4 au 6 mai 2017 au Congrès international de la SOSORT que j'aurai l'honneur d'accueillir.